toutes et à tous, bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% draft pour le site Dunkebdo, Salade au micro. Je suis encore une fois seul et je suis ravi de vous retrouver en cette période de March Madness pour parler prospects, parler draft avec vous. On a un gros programme aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre du podcast qui est assez grand et assez long. On va pas tellement revenir sur la March Madness, il y a des gens qui le font très bien. Et dans One and Done, on s'intéresse vraiment à la draft. Voilà, le côté draft de la NCAA, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va présenter un prospect, Matisse Thybulle, l'ailier senior de la fac de Washington. On va aussi aborder le cas du poste 5 à la draft dans une partie un peu théorique. J'ai pensé à ça depuis 2-3 semaines, même plus longtemps, sur le poste 5. Quelle est la valeur du poste 5 en dehors de la loterie à la NBA, avec un peu des études des dernières drafts pour avoir un peu de la théorie sur tout ça, parce qu'en fait quand j'ai regardé mon big board et quand j'ai regardé le board, j'ai vu que j'avais peu de poste 5, peu d'intérieurs dont j'étais prêt vraiment à les prendre post-loterie en me disant c'est une position où je pourrais prendre autre chose à la place, et je préfère quand même prendre le poste 5. Quand on descend de la loterie, je trouve qu'il y a une dévalorisation du poste 5 en NBA aujourd'hui via la draft, et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Donc on va parler de ça. Et on terminera par quelques news, quelques annonces concernant la draft de près ou de loin, pour revenir notamment sur la blessure de John T. Porter, le joueur de Missouri. Les premières annonces d'entrée à la draft, il y en a une quinzaine. Et Keira Smith Jr., le talentueux freshman d'Alabama, qui pourrait être transféré, qui a demandé son transfert de la fac d'Alabama, vu qu'Avery Johnson, le coach d'Alabama, a sauté la semaine dernière, et c'est un prospect très intéressant pour la draft 2020, donc ça sera intéressant d'en parler. On va commencer, je pense, par Matisse Thybulle, qui est en fait l'ailier senior de Washington, dont je voulais un peu vous parler aujourd'hui. 1m96, 88 kg, en envergure au-dessus des 2m10 pour ce joueur de 4e année. C'était très intéressant de voir Washington cette année, surtout parce qu'en fait, la Pac-12 était une conférence très mauvaise. Ils avaient très peu de représentants à la March Madness, et les représentants historiques n'étaient pas présents. Arizona, UCLA, USC, pour ne citer que. Et en fait, heureusement, Washington avait des très bons matchs hors Pac-12 en début de calendrier. Donc c'était intéressant de voir Matisse Thybulle dans ces matchs-là. Match contre Virginia Tech, donc on pouvait aussi voir Nickeil Alexander Walker comme prospect. Match contre Gonzaga. Match contre Western Kentucky, c'est un match intéressant pour évaluer Charles Bassey de Western Kentucky, mais c'est aussi bien pour voir Matisse Thybulle. Puis match contre UNC à la March Madness, match contre Utah State à la March Madness aussi. Donc voilà, des choses intéressantes pour évaluer Matisse Thybulle, qui est un joueur qui a une cote assez intéressante. Il y a pas mal d'équipes, pas mal de fans qui aimeraient bien le voir en fin de premier tour. Alors je vais essayer de présenter un peu le joueur et de dire un peu ce que j'en pense. Tout le monde le vend comme le meilleur défenseur de cette draft sur les postes extérieurs, et sur, en fait, vraiment un joueur qui pourra arriver et tout de suite défendre à un haut niveau en NBA. C'est vrai, c'est le meilleur défenseur de la Pac-12 ces 2 dernières saisons, mais c'était au sein d'une équipe de Washington qui jouait une zone. Il y a eu un changement de défense durant son cursus universitaire. Les 2 premières années sous Lorenzo Romar, c'était une défense individuelle, une zone match-up, tandis que sous Hopkins, qui est arrivé à Washington il y a 2 saisons, c'est une zone 2-3. Hopkins est un ancien assistant de Jim Boeheim à Syracuse, donc il a importé la zone de Syracuse à Washington, et la zone match-up qui était jouée lors de son année sophomore, c'était vraiment pour enlever des responsabilités à Markelle Fultz, qui était le leader offensif, futur numéro 1 de la draft dans cette équipe de Washington, et en fait on voulait vraiment rendre la tâche à Fultz très faisable défensivement. Donc on avait une zone match-up avec en fait une individuelle, une match-up zone sur pas mal de séquences. Et donc ce qui est intéressant pour Matisse Thybulle, c'est que on a deux carrières universitaires en l'une, une où il défend en individuel, une où il défend en zone. Sachant qu'en NBA, la défense sera sûrement celle individuelle. Les équipes qui tentent des zones par séquence, Miami, Brooklyn, Orlando, Charlotte ont tenté des zones par séquence dernièrement, c'est intéressant. Mais ce qui prédomine, c'est la défense individuelle. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, quand j'avais vu Markelle Fultz, quand j'avais regardé beaucoup de matchs de Markelle Fultz, les capacités en homme à homme de Thybulle ne m'avaient pas non plus si impressionné que ça. C'était un bon défenseur d'individuel, mais c'était pas non plus extraordinaire. Donc c'est intéressant d'un peu contrebalancer ce qui peut se dire sur lui.
D'ailleurs, c'était un plaisir de revoir quelques matchs de Markel Fultz à Washington et de se rappeler comment il était si fort et comment c'est dommage ce qui se passe pour lui. Passons. La zone a grandement aidé les stats de Matisse Thybulle et son implication défensive, sa production défensive, mais aussi le mérite lui revient. Parce qu'en fait, le spot qui défendait dans la zone, et là j'aurais eu besoin du coach Pierre de Rock'n'Roll que je vous invite à suivre, à écouter, si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'en fait, dans ce que je connais du basket et quand je joue au basket, le milieu de la zone, c'est l'endroit le plus facile à attaquer pour les équipes adverses. Le milieu de la 2-3, de la zone 2-3, c'est là où il faut essayer d'attaquer. Et c'était la zone que devait couper Matisse Thybulle. Mais avec son activité, avec son envergure à 2m10, il a annihilé toute connexion entre meneur et le joueur qui venait se placer entre la zone des lignes à 3 points et entre la ligne de lancer franc. Et donc, il a annihilé toute attaque adverse. Et c'était vraiment super fort de le voir faire ça. Très bonne lecture sur les passes, très bonne lecture sur les anticipations. Un joueur qui a vraiment un bel instinct défensif et donc qui arrive à se placer et après utilise ses capacités physiques pour faire le jeu. Ses stats, elles étaient énormes, très très gonflées. Plus de 3,5 interceptions par match, quasiment 3 comptes. Sur l'homme, il est solide. Dans l'espace, il est incroyable du fait de son physique. Mais il a montré aussi de quoi défendre sur différentes positions. Il pouvait défendre sur des postes 1, sur des postes 2. Quand j'étais revoir les matchs contre Markel Fultz, les matchs avec Markel Fultz, pardon, ça lui arrivait de se retrouver des possessions sur Lonzo Ball, ça lui arrivait de se retrouver des possessions sur d'autres joueurs intéressants dans la Pac-12, et donc on peut vraiment parler d'un joueur qui a des très belles capacités défensives, un physique qui lui permet d'être un bon défenseur, mais c'est pas non plus le joueur incroyable défensivement comme ses stats pourraient le montrer, tout ça, il faut un petit peu nuancer. Mais ça reste un défenseur extrêmement solide. Si on passe du côté de l'attaque, c'est vraiment plus compliqué pour Matisse Thybulle. Un usage dans son dernière année senior, un usage à un tout petit peu plus de 17%, true shooting à 54%, c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas eu non plus une énorme progression durant ces 4 années. Le shoot est l'essentiel de son jeu offensif. 56% de ses tirs sont à 3 points pour 30% de réussite. Allez, sur plus de 4 tentatives par match, c'est beaucoup sur du catch and shoot. On le voit sur son usage. On voit sur son usage que c'est pas un joueur qui porte le ballon, qui arrive à se créer son tir. Donc c'est un shooter théorique, mais pas tellement en réussite. Comme je l'ai dit, si 56% de tes tirs sont à 3 points, c'est que théoriquement, tu es un shooter. Mais quand tu as 30% de réussite sur des tentatives nombreuses, c'est que ça se transporte pas en une incroyable réussite. Son geste est assez robotique, droit. On a l'impression que les deux mains restent ensemble longtemps durant la gestuelle. Donc là, ça peut poser un peu problème. Ce qu'il faut dire, c'est que il n'y avait pas un spacing incroyable du côté de Washington. Il avait à côté de lui 2 joueurs qui étaient un peu des camions, des gaufres à ballon, qui vraiment prenait tous les ballons. Le petit meneur David Crisp et Jalen Noel, meilleur scoreur de l'équipe qui va se présenter à la draft aussi. Donc ça limitait un peu le spacing et ça limitait ce qu'on pouvait voir de lui dans la création, dans le playmaking. C'était assez faible en fait ce qu'il pouvait faire, il n'était pas chargé de ça. Et donc il a même jamais été chargé de ça quand c'était Fultz durant sa 2e année. Là c'était Crisp et Noel. Il n'a pas tellement les capacités non plus de le faire. Son dribble est moyen, sa vision n'est pas exceptionnelle. Cette année par exemple, c'est 77 passes décisives pour 66 pertes de balles. C'est pas phénoménal du tout. NCAA pour un joueur qui en plus a de l'expérience. Donc on va pas lui demander de créer pour les autres. On lui demandait pas ça en NCAA, donc on va encore moins lui demander en NBA. Ça peut être un joueur de fin de chaîne, de fin d'action qui va venir shooter et faire des coupes. Il est très bon sur les coupes, très bon pour lire les passes adverses. Donc dans une seconde unit, il va être là pour tirer de loin, défendre. S'il arrive à mettre dedans, alors là, ça peut vraiment changer la donne. Si son pourcentage qui est aux alentours de 30%, 30-32, 33% peut augmenter vers les 36-37, là on parle d'un joueur très intéressant en sortie de banc. Je suis pas sûr qu'il ait les capacités de le faire, c'est pour ça que je mets un petit bémol sur le profil de Matisse Thybulle. En fait, c'est un joueur qui, malgré son âge avancé, un petit peu, il fait office de vieillard un petit peu, Matisse Thybulle dans une draft ou dans une rencontre NCAA. Il peut faire l'objet d'une sélection fin de premier tour, je pense, pour une équipe qui a besoin d'un role player. Il faut pas être aigri et penser que les role players qu'on trouve pas de role player à la draft. C'est un peu l'inverse. Dans cette draft-là, on a 2-3 joueurs qui ont des potentiels forts, et après on peut avoir de très très bons role players. Matisse Thybulle peut en être un. Dans une équipe qui gagne, qui a besoin d'un 10e, 11e, 12e homme
capable de tirer, capable de défendre, capable de tirer en théorie. On attend de voir si ça peut se transposer. Et ben, il peut faire l'objet d'une sélection et très très bien figuré. Donc ça, je pense que on a fait le tour un petit peu de Thybulle. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a pas mal de gens sur Twitter qui apprécient son profil. Je le vois souvent des fans des Sixers qui aimeraient bien potentiellement l'avoir. C'est vrai qu'il ferait vraiment de belles choses dans cette seconde unité des Sixers. En même temps, et c'est pas parce que je suis fan des Celtics que j'ai un petit peu de hate envers les Sixers. La seconde unité des Sixers, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, pour Matisse Thybulle, on a un petit peu fait le tour. Moi, ce que je voulais parler, c'était le poste 5. Le poste 5 à la draft. Parce qu'en fait, j'ai sorti mon big board il y a 3 semaines, un mois quasiment. Et dans mon top 40, j'avais peu de 5. J'avais Jackson Hayes de Texas. J'avais Brandon Clark, Gonzaga. John T. Porter, dont on reparlera. Bruno Fernando, l'intérieur de Maryland. Jalen Smith, qui est un poste 4-5. J'avais Charles Bassey, Paul Paul, Daniel Gafford. Donc sur un total de 40 joueurs, je devais en avoir 5-6. Et surtout, j'en avais que 2. Donc j'étais vraiment confortable à prendre dans la loterie. Jackson Hayes, Brandon Clark. Et Brandon Clark, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien. C'est pas non plus un joueur dont je suis transcendé par le profil. Voilà. J'en reparlerai d'ici là avant la draft. Le problème avec le poste de pivot NBA, parce que là on parle de pivot, et si on draft un pivot au premier tour, on peut avoir des attentes pour qu'il joue. Pareil, si on draft un pivot au début de second tour, on peut avoir des attentes pour qu'il puisse contribuer à un moment. Le problème avec le poste de pivot NBA, c'est que c'est vraiment pas compliqué de trouver de bons postes 5 à bas prix sur le marché des agents libres, ou même en Europe, et qui vont rendre des services que doit rendre un 5 pour une franchise, un backup 5. Ça impacte, et tout ça, c'est une idée qui impacte grandement la draft. Sam Vecenie en parle très bien dans son podcast, parce qu'en fait, pas mal de 5 draftés ont de grandes difficultés à trouver du temps de jeu et à intégrer la rotation de leur franchise. Être un jeune 5, c'est pas simple. Il faut apprendre à faire des lectures défensives, il faut être assez physique, parce que là, c'est quand même une ligue de bêtes, la NBA. Et en fait, même s'ils sont draftés au premier tour, fin de premier tour, ils sont moins bons que les vétérans qui sont payés moins cher. Qui sont payés moins cher sur des contrats plus courts. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour les équipes. Et ça fait que le poste 5 est dévalorisé. Parce que si on peut trouver pas mal de 5 à bas prix sur le marché des agents libres sur des contrats courts, c'est plus compliqué de trouver ça pour des backup meneurs, pour des ailiers ou pour des postes 4 par exemple. Les postes 4, il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas tellement de postes 4. Les ailiers, ça se trouve pas à toutes les rues. Backup meneur, il y a toujours des équipes qui te sortent des backup meneurs pas bons du tout, qui en ont même pas d'ailleurs. Et donc tout ça, ça tend à dévaloriser. Et j'ai regardé les 5 dernières drafts en fait. Et j'ai regardé les pivots, les intérieurs qui ont été draftés hors loterie. Et regardez un petit peu leur parcours. 2014. Mitch McGary, 21e choix par OKC. Jarnell Stokes, 35e choix par Utah. C'est un bon joueur en NCAA, Jarnell Stokes à Tennessee. Johnny O'Bryant, de third, 36e choix par Milwaukee. Ces 3 joueurs-là n'ont pas laissé un impact énorme en NBA, vous êtes d'accord. 2015, Jarrell Martin, 25e choix par Memphis. Il est au bout du bon à Orlando, je crois, maintenant. Kevin Looney, 30e choix par Golden State. Jordan Mickey, 33e choix par Boston. Dakari Johnson, 48e choix par OKC. Rakim Christmas, 36e choix par Indiana. 2016, là on arrive à une liste pas belle du tout, je vous annonce. Gershon Yabusele, 16e choix par Boston. Ante Zizic, 23e choix par Boston. Bryce Johnson, 25e par les Clippers. Skal Labissière, 28e choix par Sacramento. Damian Jones, 30e choix Golden State. Deonta Davis, 31e choix à Memphis. Cheikh Diallo, 32e choix par les Pelicans. Shinanu Onuaku, 37e choix par Houston. Diamond Stone, 40e choix par les Pelicans. Stephen Zimmerman, 41e choix par Orlando. Qui a encore un job en NBA aujourd'hui? Il y a Boussele, Zizic, Labissière il joue pas, Yabusele il joue pas, Deonta Davis a signé un contrat de 10 jours avec les Hawks. Cheikh Diallo joue dans une équipe des Pelicans qui tank. Le reste c'est plus un NBA. Bryce Johnson n'est pas en NBA, il a été tradé 2 fois en l'espace de 10 jours dans le trade de Blake Griffin. Damian Jones est souvent blessé, Onuaku joue pas, Diamond Stone, Zimmerman non plus. Voilà. 2017, Justin Patton, 16e choix. Alors lui a été miné par les blessures, c'est un peu différent. Caleb Swanigan qui a été tradé contre la Bissière. Tony Bradley, 28e choix par Utah. Ivan Rabb, 35e choix par Memphis. Ike Anigbogu, 47e choix par Indiana. Et il a juste l'année dernière, j'ai pris 2 exemples. Mo Wagner, 25e choix par les Lakers. Robert Williams, Time Lord, par 27e choix par Boston. En fait,
Ce que je veux dire, tous ces joueurs-là sont pas des mauvais joueurs, attention. Juste, la valeur, là où ils sont choisis, elle est pas bonne. Parce que à la place de ça, t'as d'autres équipes qui se dirigent vers d'autres profils et des joueurs qui ont des contributions plus importantes et à des postes où c'est beaucoup plus difficile de trouver de la valeur. C'est-à-dire que les pivots payés moins cher dans des équipes qui ont drafté ces joueurs-là, ils jouent plus. En fait, ils jouent plus. C'est-à-dire que je vais faire une liste de pivots qui vont être agents libres l'été prochain. Et vous allez voir vous-même que c'est des pivots qui peuvent être moins onéreux et qui peuvent être plus efficaces sur une saison, voire deux, que les joueurs dont j'ai parlé. Aaron Baines, Kyle O'Quinn, Zaza Pachulia, Javel Magui, Dwayne Dedmon, Nerlens Noel, Joachim Noah, Tyson Chandler, Kem Birch, Jordan Bell, Thomas Bryant, Christian Wood. Tous ces joueurs-là, je préfère les avoir que les joueurs que j'ai cités précédemment. Et je cite aussi des joueurs qui viennent d'Europe, comme Daniel Theis et Ekpe Udoh. Voilà. C'est-à-dire que Daniel Theis et Aaron Baines à Boston, ils jouent plus que Yabusele et Robert Williams. Pourtant, ils sont payés moins cher. Theis est payé moins cher avec un contrat garanti sur moins de moments. Tyson Chandler, on a été chercher Tyson Chandler du côté des Lakers plutôt que Mo Wagner. Pourtant, le contrat de Wagner, il va grossir et je vois pas tellement l'upside de Wagner. Il y aura toujours moyen de trouver un pivot pas onéreux pour jouer des meilleures minutes que lui. À Indiana, par exemple, on a Kyle O'Quinn, il joue pas, alors que c'est un backup de qualité. Tony Bradley, par exemple, à Utah, qui est un joueur intéressant à one and done de UNC. Il a pas vraiment de mec devant lui, en fait, à part Gobert et Favors. Mais Utah aurait pu faire autre chose avec ce pic. Et dans la rotation, même s'il a été blessé, c'est très important de noter, Georges Niang et Ekpe Udoh sont devant. Donc en fait, ça prouve quoi? Ça prouve que quand j'élabore mon board, je sais que le poste de pivot, soit on est très très fort, et donc ça part très très haut. Il qu'à voir l'année dernière, Ayton, Bamba, Jackson, Carter, ça part très très haut, parce que c'est voulu, et c'est rare. Mais quand c'est un niveau plus moyen, et que l'upside n'est pas exceptionnel, les postes de pivot, ils diminuent. C'est vraiment quelque chose que j'essaye d'intérioriser quand je fais mes boards. Je me dis, je sais, j'ai des pivots que j'aime beaucoup, mais il faut pas non plus les mettre trop haut parce que la valeur n'est pas tellement exceptionnelle. Et c'est ce qu'on cherche à la draft. On draft une valeur à un spot. Sinon, si on trouve pas vraiment de valeur, on trade le pick. C'est ce qui se passe. Ça se passe beaucoup en NFL, ça se passe aussi en NBA. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Je vais pas non plus vous dire que c'est tout le temps comme ça. Il faut mentionner les exceptions. Sur les 5 dernières drafts, on a Clint Capella, Mitchell Robinson, Montrezl, Zubac, Jarrett Allen, Jonah Bolden, que j'aime beaucoup, Thomas Bryant. Tout ça, c'est des joueurs qui ont été draftés hors loterie. Mais voilà, c'est dur de se développer vite et bien les grands en NBA. Et voilà, les autres postes sont pas aussi profonds, sont plus onéreux et à des niveaux moins acceptables. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu la théorie que je vais faire sur le poste 5. Si vous avez aussi des idées sur ça, si vous n'êtes pas d'accord, j'accepterai vraiment de débattre, ça peut être très intéressant. Mais voilà, c'est ce que je pensais du poste 5 et ça explique que je fais dans le prochain board que je vais sortir dans 10 jours, je pense. Je vais faire descendre pas mal de postes 5 et monter des postes 3 ou des postes 1. Voilà. Sinon, pour terminer les infos, en ce moment du côté de la NCA, on a le malheur de John T. Porter, une information vraiment affreuse de ces derniers jours. Pour le petit frère de Michael Porter Jr., famille maudite, hein, faut pas se mentir. Le frère Aldo en vrac, lui s'est fait 2 fois les croisés en l'espace de quelques mois. Les sœurs se sont aussi blessées gravement. John T. Porter, il avait décidé de revenir à Missouri pour son année sophomore, alors qu'il avait une belle cote à la draft, hein. Top 15, top 20. Il se fait les croisés en octobre, donc avant la saison. Et là, on a appris qu'il avait fait une rechute. Il se les était refait. Donc c'est terrible pour lui. Il avait la possibilité d'être l'autre pick, top 10 même. Je l'avais présenté son profil dans les 10 joueurs qui revenaient en NCAA cette année. Si vous voulez écouter ça, c'est le premier épisode de la saison. Mais ça prouve quoi? Outre que voilà, c'est désolant et que il va chuter et qu'il pourrait même pas être au premier tour. Ça prouve quoi? Ça prouve que quand on peut aller en NBA et qu'on a certaines certitudes d'être drafté, au premier tour, faut y aller. Parce que ça met vraiment sa carrière en pointillé et c'est vraiment terrible. Ça fait vraiment beaucoup de peine. Pour une note un petit peu plus positive, on a les joueurs qui commencent à se déclarer pour la draft. J'ai fait la liste sous les yeux. Nasir Little de UNC, normal. Même s'il a fait une saison très décevante, ça reste un one and done qui était un top 5 lycéen. Il va surfer sur ça. Bol blessé avec Oregon.
qui se présente. Daniel Gafford d'Arkansas, que j'aime beaucoup, poste 5. Encore une fois, Daniel Gafford, poste 5. Est-ce que je ne laisse pas surévaluer dans mon board vis-à-vis de certains autres postes? On verra. Talen Norton Tucker, mon bébé, j'hésite pas à le dire. C'est un de mes chouchous de Iowa State. Darius Garland de Vanderbilt. Kai Bowman, qui est un joueur qui fait plusieurs saisons du côté de Boston College, gros scoreur. Jalen Noel, 2 saisons à Washington, à côté de Matisse Thybulle. Chris Wilkes, ailier de 2e année du UCLA, décevant. Développement décevant UCLA, un programme 4 en lambeaux. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour attirer John Calipari, ça n'a pas fonctionné. Toutes les recrues n'ont pas été au niveau. Moses Brown, décevant. Jalen Haynes, dont j'avais beaucoup d'espoir pour sa 2e saison, pareil, décevant. Chris Wilkes, qui a vraiment un physique pour faire des choses intéressantes, décevant. Donc à voir si en dehors de ce bourbier UCLA, il arrivera à faire des choses intéressantes. Jalen McDaniels, de San Diego State, intéressant, c'est un poste 4, très long, très fin, un peu moderne, un peu à la Jeremy Grant, un peu ce genre de joueur du côté de San Diego State, et surtout son petit frère, qui est un top 5 lycéen, Jaden McDaniels, qui va annoncer là où il va jouer l'an prochain, et lui pour la draft 2020, c'est un joueur vraiment à suivre, le petit frère. Donc c'est une famille qui peut faire parler d'elle. On a aussi Miye Oni, un joueur de Yale, que j'ai pu regarder quelques fois cette saison, dont une fois la March Madness contre LSU. Il a complètement raté son match, mais c'est un joueur intéressant. Puis un joueur de Yale, ça dénote un peu souvent. On a 2 joueurs de Syracuse, Tyus Battle, O'Shea Brissett, petit coucou à Tom du French Knicks podcast qui suit ses Orangemen. Shamory Pons, un meneur de St. John's, un meneur scoreur, un petit pétard. 2 joueurs de Louisville, Jordan Nora, Steven Enoch. Louisville qui est un programme qui a eu beaucoup de problèmes, qui a viré Rick Pitino, qui a eu des scandales, qui est en train de se remettre en place avec un recrutement pas intéressant. Donc on verra si ces joueurs, il y a pas mal de ces joueurs qui n'ont pas encore pris d'agent. Donc ils ont une deadline pour un petit peu voir, tester les eaux, voir ce qu'on leur dit. Donc ça sera intéressant. Et enfin, Amir Hinton et Jalen Leck, qui sont deux joueurs à part là-dedans. Amir Hinton, qui est un joueur de 2e division NCAA. Alors ça dénote un peu, qui se présente. C'est compliqué de trouver du film sur lui, on va essayer. Et Jalen Leck, qui nous fait un peu une Darius Bazley de l'an dernier. C'est-à-dire qu'il est en train d'essayer, c'est un top 50 lycéen. 34e pour ESPN, dans le top 30 pour 24/7 Sports aussi, qui en fait avait déposé sa lettre de commitment pour North Carolina State, NC State, et qui essaye de trouver un moyen de se présenter à la draft. On va suivre tout ça, c'est un meneur. Encore une fois, aussi difficile d'avoir du vrai film et pas des mixtapes ou des highlights. Donc on vous tiendra au courant de ces 2 joueurs-là. Mais Amir Hinton, Jalen Leck, 2 joueurs un petit peu à part dans cette draft pour l'instant. On a quelques infos à parler. Je voulais parler de Kira Lewis Jr. Kira Lewis Jr. parce qu'en fait, dans la SEC, Alabama, qui est un programme bien sûr très très fort en football américain. D'ailleurs, ça permet de saluer le compte FR de Clemson qui m'a suivi, ça fait plaisir. Lui-même avouera qu'Alabama, ça reste la crème de la crème, avec Clemson aussi en college football, mais en college basketball, Alabama, c'est un petit peu plus compliqué. Et ils ont viré Avery Johnson, ou plutôt il a quitté le programme, voilà, on ne sait pas. Il y a eu un mouvement de fugue, d'exode des meilleurs prospects du programme. Finalement, John Petty, qui était le pote de Colin Sexton l'an passé, qui était une grosse recrue, a décidé de rester. Mais Kira Lewis Jr., on ne sait pas. C'était le freshman le plus jeune du pays cette année. Grosse recrue, 39e pour 24/7 Sport, 45e pour ESPN. Il a fait une première saison super honnête dans une équipe assez mauvaise. Il était à 13 points, 3 passes, 22% de usage, 54% de true shooting. Donc bien sûr des problèmes dans son jeu, mais un joueur intéressant. Et pour avoir vu un petit peu des comptes des comptes qu'il faut suivre pour le college basketball et pour la draft, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par ses services, et des gros programmes. J'ai pu lire Duke dans certains. Alors c'est un peu bizarre, ça va dépendre de Trey Jones, je pense, mais j'ai pu lire Duke, j'ai pu lire plusieurs gros programmes de la Big 12, des gros programmes de la Pac 12, donc à voir. Mais c'est un joueur qui est convoité, c'est un joueur 4, prétendre à quelque chose de gros à la draft 2020. Dès que je l'ai vu, Kira Lewis Jr., j'ai trouvé super intéressant. Il avait 17 ans la plupart de la saison, donc il est super jeune, c'est un bébé encore. Et donc on verra comment ça va se passer pour lui. Autre chose à noter, on a eu un changement de coach à Alabama, un changement de coach à Arkansas aussi. On va pas non plus
faire tout ça en mode NCA, mais si c'est pour la NBA, la draft qu'on parle, quel impact pour Isaiah Joe, qui était un freshman super fort aussi du côté de d'Arkansas. Alors Daniel Gafford lui est parti, mais Isaiah Joe on ne sait pas. En tant que freshman, 14 points par match, 41% à 3 points sur 8 tentatives par match. C'est-à-dire il avait un true shooting à 59%. Shooter élite, c'est un shooter élite, un défenseur honnête. Joueur très très intéressant, j'adore ce joueur. Et s'il connaît quelques améliorations l'an prochain, ou s'il demande un transfert parce que Mike Anderson, le coach d'Arkansas, s'est fait virer, on va voir ce que ça va augurer pour lui. Mais c'est un prospect super intéressant, Isaiah Joe. Si vous ne connaissez pas, allez voir un petit peu sur YouTube. Joe, son famille c'est J-O-E, très simple comme le prénom. Et c'est un joueur très très intéressant. Enfin, peut-être parler de March Madness un petit peu, allez. Moi je vais parler de la blessure de Chuma Okeke. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que c'est un de mes chouchous aussi. Bon, un petit peu dans mon trident, Horton Tucker, Okeke et Daniel Gafford. Mais Daniel Gafford a un peu perdu des places par rapport à Okeke. T'as le Horton Tucker et Kevin Porter Jr. Voilà, Okeke qui s'est blessé, le genou qui a pété dans le match contre North Carolina au Sweet 16, c'est terrible. Pour un sophomore qui gagnait du momentum, qui gagnait vraiment des choses avant la draft, et ben on va voir ce que le futur vaut pour lui, mais c'est super triste. Et puis ça, si on parle sportivement pour Auburn, ça limite leur chance d'aller au bout. Ils ont quand même réussi à battre Kentucky, mais bon, quelle équipe de Kentucky? Équipe de Kentucky sans meneur pour créer le jeu, avec un PJ Washington énorme, mais avec un Keldon Johnson hyper décevant et dont on parlera pour la draft. Voilà, ça va être compliqué. On a 2 prospects potentiellement top 10 qui sont en Final Four. Si on fait une analyse du Final Four en ce qui concerne la draft, c'est Jared Culver de Texas Tech, DeAndre Hunter de Virginia. C'est 2 joueurs majeurs si on parle draft. Culver connaît pas un tournoi hyper impressionnant. À part le premier tour, contre une équipe mauvaise, il est à 20 sur 55 au tir, 36%, 3 sur 10 c'est à 3 points, donc 17%. Après, à part son adresse, il est quand même intéressant. Dans le playmaking, dans la défense, c'est un joueur intéressant. Hunter, pareil, pour Virginia, des moments intéressants, des moments plus compliqués, on verra tout ça. Mais si vous voulez regarder le Final Four dans une optique draft, il faut regarder Culver et Hunter, mais ça vous le savez, parce que mais ceux qui m'écoutent sont au courant de tout ça. Pour finir, petite conclusion, parce que c'est mon podcast, je peux faire ce que je veux, je peux aller sur les horizons que je veux. En fait, je suis tombé en regardant, en zappant sur ma télé sur NBA Extra cette semaine. Et à un moment, il y a Xavier Vaution, donc le journaliste de Beansport NBA Extra, qui a parlé de la draft et de Zion Williamson. En disant, je cite, Zion devrait faire 4 ans comme tout le monde. Le cursus complet à la fac a plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, que dire sur ça? Je respecte énormément le boulot fait par NBA Extra et Beansport sur le basket en France. S'il y a une démocratisation de la NBA en France, s'il y a autant de podcasts, autant de comptes FR, autant de fans, c'est eux, c'est grâce à eux. Ils ont rendu mainstream le basket en France. Il y a plusieurs matchs par nuit, en VO, en VF, des rediffusions, des magazines, tout ça c'est excellent. Et vraiment, faut pas cracher sur ça. C'est grâce à eux que beaucoup de gens en sont là, ils connaissent aujourd'hui l'NBA, qu'on peut discuter, échanger. Par contre, c'est émotion, il ne peut pas dire ça au sujet de la draft. J'ai fait un espèce de petit thread sur Twitter si des gens veulent voir, mais quand il dit le cursus complet a plus d'avantages que d'inconvénients, non. C'est-à-dire que si on regarde depuis 10-12 ans, les joueurs qui reviennent à la fac alors qu'ils ont une position assurée haute ne vont jamais améliorer cette position. C'est toujours dans le négatif. Et ensuite ils disent surtout à Duke, mais c'est l'inverse, parce qu'en fait Duke, depuis 5-6 ans, depuis que Coach K a embrassé la vague du one and done, et ben chaque année c'est 3-4 top recrues qui arrivent. Jason Tatum aurait pas pu rester un an de plus. Il y avait Marvin Bagley, Wendell Carter qui arrivaient. Marvin Bagley, Wendell Carter aurait pas pu faire un an de plus. Il y avait R.J. Barrett, Zion Williamson qui arrivait. Avant, Jabari Parker, il n'aurait pas pu faire un an de plus. Il y avait Jahlil Okafor, Tyus Jones, Justice Winslow qui arrivait. Et puis pareil pour vous, Justice Winslow, Tyus Jones. Et puis Okafor. Il y avait Brandon Ingram et compagnie.
C'est pas possible. Chaque année, c'est une nouvelle équipe. Donc, je veux bien qu'ils disent ça sur d'autres programmes qui construisent leurs équipes sur 2-3 ans, ça d'accord. Mais ces équipes-là, c'est celles qui recrutent pas les top prospects. Parce que les top prospects, les McDonald's de l'American, top 15, top 20, top 30, eux, c'est un an qu'ils veulent faire en NCA. Pour ensuite aller jouer en NBA. C'est juste du showcase. C'est comme ça que Calipari et coach Kelly recrutent. Viens chez nous, c'est pas forcément tu vas devenir un meilleur joueur, tu auras l'occasion de montrer ton talent. Et c'est pour ça, c'est un espèce de deal mutuel. Alors je sais qu'en France, il y a un espèce de romantisme autour des 3 ans, 4 ans à la fac, des cursus complets. Mais vraiment, regardez bien les statistiques. C'est une idée reçue et c'est totalement faux. Alors voilà, juste voilà, j'ai vu ça, ça m'a fait tiquer, je voulais en parler. Je respecte NBA Extra, le boulot, Beansport, pas de souci. Mais juste quand on dit ça à la télé, on peut pas le dire parce que c'est faux. Il faut pas que les gens le pensent. Et que les gens qui découvrent l'NBA, les jeunes, je suis jeune, hein, mais ceux qui sont encore plus jeunes que moi, découvrent l'NBA, ça peut être... Alors c'est un avis qu'ils peuvent avoir, il n'y a pas de souci, mais pas avec des arguments comme ça, parce que c'est pas possible. Et Zion n'a rien à faire l'année prochaine. Alors rien du tout. Voilà, je pense que je suis en train de perdre ma voix. Ça c'était super de vous retrouver. Le board 2.0 va sortir dans peu de temps, 3.0 même. Moi je vous dis salut, et je pense que je vais passer vraiment au portrait de joueur très rapidement. Il y a eu le premier avec Taibul aujourd'hui. Peut-être encore une fois aussi des épisodes avec un peu de tout, un portrait de la théorie comme j'ai fait aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous dis merci beaucoup pour l'écoute. N'hésitez pas à partager, parler du podcast, poser des questions. Et moi je vous dis salut, à plus.